Deuxième webinaire du réseau rural sur Smart Village. Il nous a semblé que c'était une thématique assez importante, qui est peut-être pas un concept très diffusé en France, même si je pense que c'est en partie un concept qui a aussi été inventé. Je pense notamment à la Ruralytique qui assez tôt a parlé de Smart Villages. Je sais que les maires ruraux, et je crois que quelqu'un nous a rejoint, et un élu, Fabrice d'Allongeville, Oui. est participant à cette conférence, et de l'association des maires ruraux, sont très porteurs de ce concept, mais ce n'est pas forcément un concept très diffusé dans les campagnes. Pour autant, on sait que c'est un enjeu dans la prochaine programmation de la Commission européenne, et notamment pour le FEADER. Ça a été un sujet abordé lors de la dernière réunion physique du réseau rural qui s'est tenue en Espagne. Il y a eu un webinaire au moins, mais peut-être plusieurs, qui ont aussi traité de ce sujet depuis initié par les Polonais. Et donc, on trouvait intéressant au niveau du réseau rural de pouvoir faire le point sur cette question et de diffuser d'avoir l'occasion de présenter ce que c'était, ce que ça voulait dire pour la Commission européenne, comment en France on s'approprie ce sujet-là. Et voilà de la raison d'être de ce webinaire. Donc, on va vous proposer un certain nombre d'interventions liminaires qui devraient durer un petit peu plus d'une heure, nous emmener jusqu'à 11h, 11h15. Ensuite, on partira en atelier de manière à ce que chacun ait l'occasion de plus s'exprimer sur comment il voit l'appropriation sur son territoire de ce concept, et comment c'est un enjeu, et qu'est-ce que du coup on doit être défendu, et quel est le rôle possible du réseau rural national sur le sujet. Voilà l'état d'esprit de ce webinaire. Donc, nos intervenants qui vont introduire le sujet, ce sera d'abord Paul Soto de l'ENRD qui anime le groupe thématique sur ces questions. Nous aurons ensuite Séverine Bressot d'Eureka 21 qui est référente, elle se présentera mieux que je ne le fais, excusez-moi, pour la France, justement pour détecter un certain nombre de villages qui pouvaient être lauréats, ou en tout cas concourir au repérage de villages français sur le sujet pour une dynamique européenne. Et j'interviendrai également pour dire quelques mots sur les dispositifs que l'ANCT que j'ai rejoint met en place. Il n'y a pas de dispositif Smart Village à proprement dit, mais il y a un certain nombre quand même d'opérations qui sont en cours de lancement, qui rejoignent ce sujet, cette dynamique. Et puis mon collègue Marc Lagec, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, suit quand même de près ce concept. Enfin, on aura ensuite deux témoignages de Bérangère Davio du MCDR Tresson et de Dorothée Cognès du MCDR Portail, qui nous semblait intéressant de faire témoigner pour illustrer aussi les divers aspects de ce concept de Smart Village en France. Voilà. Et je pense aussi que peut-être Monsieur d'Allongeville nous dira quelques mots en tant que témoignage d'un élu sur le sujet et de pourquoi la MRF porte ce concept. Voilà un petit peu pour positionner, introduire ce débat. Et je vais laisser la place à Paul pour présenter, selon le NRD, ce qui a été fait par le groupe de travail, comment on peut interpréter cette idée de Smart Village avant de revenir en France, comment on l'incarne. Voilà. Je te laisse la parole, Paul, merci. Merci, Patricia. Merci beaucoup pour m'inviter à cette discussion. Je vais voir si je peux partager là. OK. OK. Oui, ça a l'air de marcher. On voit ton écran. Oui, ça va? Ça va? Oui. OK, vous le voyez. OK, merci beaucoup pour m'inviter. J'ai beaucoup d'intérêt d'écouter un peu le débat en France, parce que je sais que vous avez beaucoup d'initiatives très proches à le concept de Smart Villages, même s'ils n'utilisent pas le mot, et qu'il y a un grand débat sur le terme. Avant de commencer, j'espère que vous pouvez m'excuser mon français.
je suis moitié espagnol et moitié anglais et je crois que quand je parle le français, je mélange l'anglais et l'espagnol et un petit peu, seulement un petit peu de français. Alors, ce que je vais faire, c'est vraiment parler plutôt des politiques d'appui aux Smart Villages plutôt que les initiatives locales. OK? Alors, OK. Voilà, on commence avec la définition. Il y a eu un long débat sur la définition. Il y avait beaucoup de personnes qui ont voulu une définition beaucoup plus précise, plus relationnée avec le numérique, avec l'innovation. Mais enfin, pour répondre à la diversité en Europe, on a décidé on a arrivé avec une définition qui est très large, très générale et très flexible. Je ne vais pas lire toute la définition, c'est la définition du programme pilote. Ce n'est pas une définition officielle, mais c'est la définition qu'utilise souvent. Les paroles en bas, c'est les paroles que je voudrais renforcer. C'est vraiment que l'approche Smart Villages vise à aider les habitants des zones rurales à prendre des mesures et je dirais d'agir en réponse aux grands défis et aux opportunités auxquelles ils sont confrontés. Alors, c'est très, très large, très flexible. C'est vraiment donner des outils pour permettre les habitants à agir en face à défis qu'ils ont, comme maintenant le climat, le Covid, etc. OK. J'ai travaillé 3 ans sur ce thème et vraiment c'est une des thèmes plus agréables avec laquelle j'ai travaillé. Parce que il ne faut pas, il n'a pas fallu animer l'intérêt du tout. Il y a une énorme demande. Et c'est parce que au niveau local, on trouve partout beaucoup d'initiatives sur le terrain dans des différents champs menés par les citoyens locaux. Alors, ces initiatives sont dans différents thèmes. Alors, il y a beaucoup sur l'environnement, beaucoup sur le numérique. Maintenant, c'est clairement le Covid. Il y a beaucoup de réponses locales à la nécessité de plus de résilience dans le monde rural et partout. À l'autre côté, il y a un grand intérêt, le nom SMART en anglo-saxon attirait beaucoup d'intérêt. Et alors, ça a commencé avec EU Action for Smart Villages, avec 3 directions dans la Commission européenne en 2017. Avec l'appui clair du Parlement européen, le Comité des régions, le Comité économique et social, il y a eu deux actions, il y a 2 actions maintenant initiales pour appuyer l'émergence du concept, le Pilot Project, et maintenant le Preparatory Action que je crois que Séverine va expliquer après. Mais malgré toutes ces initiatives et tous ces intérêts politiques, il n'y a pas un instrument spécifique pour appuyer Smart Villages. Il y a un indicateur de résultats dans les CAP Strategic Plans et il y a un menu d'intervention qu'on peut utiliser et la Commission recommande à utiliser pour appuyer les Smart Villages. Mais il n'y a pas une politique spécifique ni un budget spécifique. Et ça, c'est très important. Bon.
OK. Alors, je vais donner certains messages clés du groupe thématique. Première, comme j'ai dit avant, expliquant la définition, on a décidé qu'il n'y a pas un seul modèle unique, pas un seul thème, pas un seul modèle pour répondre à la différence entre, par exemple, la Finlande et la Roumanie. La situation est énormément différente. C'est numérique, Smart Villages traite avec l'innovation numérique, mais aussi l'innovation sociale. Alors, on voit le numérique plutôt comme un moyen et pas comme le but de toute l'action. C'est clairement quelque chose qui commence au niveau local. Ça commence avec l'initiative des citoyens, l'énergie des citoyens, surtout à niveau assez micro. Mais c'est clair qu'à ce niveau-là, ce n'est pas possible de répondre à tous les défis. Alors, il y a l'idée de la coopération entre différents villages, entre différents territoires, entre le rural et l'urbain, pour arriver à des réponses viables. Une chose que c'est très important, c'est que ce n'est pas une mini-leader. L'idée n'est pas créer des plans intégrés dans tous les villages de l'Europe. C'est plutôt aider les gens à arriver à prioriser, à arriver à les défis qui sont plus importants spécifiques, qui sont plus importants pour eux, où ils ont la capacité d'agir et où ils ont la volonté d'agir. C'est appuyer des itinéraires pour répondre à ces défis et attirer d'autres investissements. Autre point très important, c'est très important de ne pas dupliquer les structures et les stratégies qui existent. Tout le monde a fait, il y a les stratégies leaders évidemment, il y a les Agenda 21, partout il y a beaucoup de stratégies. Et les gens souvent sont fatigués, brûlés de temps de papier. Alors, la stratégie, c'est comme le numérique, c'est un moyen, c'est pas le but. Alors, c'est utiliser ce qui existe, ne pas créer de nouveaux exclus, ne pas compliquer même en plus ce qui existe. Alors, enfin, c'est un soutien rapide et flexible à l'action, action menée par la communauté et pas des mots. Et pour une transition, le mot transition, c'est très important. Et, OK. Et là, vous voyez un peu l'idée de la transition. On essaie de changer le regard de monde rural d'un territoire victime à un territoire acteur et promouvoir les opportunités, le rôle et les atouts que le monde rural peut avoir et peut contribuer dans une transition. Okay. Un exemple, je vais donner seulement un exemple. Bioenergy Villages, c'est un exemple dans le champ de l'énergie renouvelable. Le message là, c'est que Leader a fait un travail très important en amont avec les agriculteurs, les coopératives d'agriculteurs, avec les habitants du village pour créer une usine de biomasse et un système local de chauffage. L'important, c'est que le travail de leader, c'était
assez petit en relation avec le total. Ils ont, le budget de l'IDA, c'était 200 000 euros. Avec tout ce travail en amont, ils ont pu créer les conditions pour tirer beaucoup d'autres investissements. Et ça, c'est un peu l'idée de Smart Villages, c'est commencer au niveau très petit, au niveau très local, mais créer, appuyer des itinéraires qui créent les conditions pour attirer plus d'investissements. C'est la même idée là. Ici, dans cette slide, à côté gauche, vous voyez un peu les différentes actions qu'on peut prendre pour appuyer une zone locale, d'aller de l'idée à un projet qui est possible de pérenniser. Et à l'autre côté, droite, il y a les différentes politiques. Et là, j'ai mis les politiques du CAP, du PAC. Ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt l'article 71, la coopération dans ses différentes formes, qu'on peut utiliser dans les premières étapes pour appuyer cet itinéraire d'émergence d'un projet plus capable d'attirer plus d'argent. On peut même appuyer de petits investissements, de projets pilotes, etc., etc. Mais c'est un itinéraire pour arriver à quelque chose qui est viable. OK. Nous avons pensé, parce que tout le monde, dans tous les pays d'Europe, on trouve beaucoup d'initiatives locales. Et on trouve des structures, un panorama de politiques existantes. Et je sais que, par exemple, qu'en France, vous avez des systèmes très riches et très complexes à beaucoup de niveaux. Alors, parce que c'est pas obligatoire appuyer Smart Villages, hein, c'est une option pour les États membres. Il y a beaucoup qui sont très intéressés, mais c'est pas une chose obligatoire. Alors la question c'est, est-ce qu'en France, une politique d'appui aux Smart Villages peut ajouter quelque chose que vous n'avez pas maintenant? Et c'est la même question partout. Et nous avons vu, en analysant un peu les différents cas locaux, et j'aimerais bien voir de Séverine un peu les résultats de son travail avec les exemples locaux nouveaux. Les besoins plus importants que je crois que Smart Villages peut contribuer à répondre, c'est 5 là. Alors, il y a au niveau micro, au niveau local, un besoin de plus de ressources pour la facilitation, l'animation, le travail d'ingénierie. Maintenant, par exemple, les groupes leaders disent nous travaillons surtout sur les dossiers, sur les papiers, sur la bureaucratie. Nous n'avons pas de temps pour travailler avec les gens, faire le travail d'animation qu'on faisait avant. Il y avait un besoin aussi d'un meilleur accès aux connaissances. Par exemple, dans la filière agroalimentaire, il y a le travail des groupes opérationnels. On parle de AKIS, de Agricultural Knowledge and Innovation System. Et on parle d'une relation entre les agriculteurs et la recherche. Mais dans tous les autres champs du monde rural, il n'y a pas ce système, cet écosystème de connaissances. Alors, il y a beaucoup de monde qui parle de la création de innovation brokers dans d'autres champs, dans le champ du numérique, dans le champ de l'énergie renouvelable,
etc., etc. Alors, il faut améliorer cette relation. Un financement plus rapide et plus souple pour l'innovation menée par les acteurs locaux. Souvent, dans beaucoup de pays, c'est très difficile de financer l'innovation parce que il y a un risque. Les autorités de gestion ne veulent pas prendre ce risque. Alors, il y a beaucoup d'initiatives avec les coûts simplifiés, avec les projets parapluies, avec les budgets draft budget, je ne sais pas comment on dit ça en français, etc. Il y a beaucoup de systèmes pour simplifier et assurer que vraiment les ressources arrivent aux gens dans le temps nécessaire. Après, il y a la nécessité d'un meilleur alignement avec l'investissement et les autres mesures, pas seulement dans la PAC, mais aussi dans le FEDER et aussi dans les mesures nationales. Souvent, on trouve les initiatives comme leader, c'est quelque chose séparé des autres politiques. On peut arriver à produire un projet très intéressant, mais ça arrête là. Alors, c'est la relation entre les mesures de coopération comme leader ou EIP Agri et tout ça, et les mesures d'investissement. L'article 68 dans le nouveau programme. Et puis, une coopération plus souple, plus forte et plus souple. Maintenant, les mesures de coopération sont assez étroites. C'est plus difficile de coopérer d'une façon flexible et entre, par exemple, les zones rurales et les zones urbaines, entre différents acteurs et tout ça. Alors, tout ça, c'est le possible valeur ajoutée. Je vais simplement maintenant regarder deux instruments existants pour voir un peu les lacunes qui existent. Parce que maintenant, tout le monde, ce qu'ils font, c'est regarder ce qu'ils ont et voir les lacunes pour voir comment Smart Villages peuvent aider. Alors, ça, c'est quelque chose que la Commission a dit dans une de nos réunions. C'est que Leader, parce que beaucoup de monde dit pourquoi ne simplement utiliser Leader? C'est la même chose. Leader, c'est la même chose que Smart Villages. Pourquoi avoir deux choses? Et la Commission a dit Leader a tout pour être une des principaux véhicules pour conduire la stratégie de Smart Villages. Mais seulement si tous les éléments de l'approche Leader sont présents dans la prochaine programmation. Ils ne sont pas présents maintenant. C'est clair que dans beaucoup de pays, il y avait énormément de délais, de problèmes, de bureaucratie, etc., etc., etc. Ça ne marche pas comme ça. Alors, si vous voulez réellement arriver aux gens qui ont besoin, il faut réformer le système d'appui à leader pour pouvoir agir d'une façon beaucoup plus flexible et souple. Et seconde, comme j'ai dit avant, leader ne doit pas être quelque chose séparé. On ne peut pas résoudre tous les problèmes avec les petits montants d'argent qu'un leader. Alors, il faut avoir une relation entre le travail au niveau local de leader et le reste des investissements. Et seulement si ces conditions sont présentes, ça va marcher. Autre, c'est le dispositif de EIP Agri. Je ne sais pas comment on dit le parle en français. PEI. Mais comment? PEI. PEI. PEI, OK. Partenariat européen pour l'innovation. Exactement. Alors, là, on voit qu'on a créé un dispositif assez intéressant pour relationner les besoins des agriculteurs avec la recherche. Mais il y a un manque d'animation au niveau local. Alors,
ce qu'on trouve dans beaucoup de pays, c'est que c'est encore la recherche qui domine, qui set l'agenda, parce qu'ils sont plus organisés. Alors, il y a une lacune là, au niveau de l'animation et structuration des besoins dans la filière agroalimentaire, mais dans le rural, dans le reste des secteurs rural, il n'y a pas cette filière, cette relation avec la recherche. Alors, on fait lire, mais il n'y a pas on parle de AKIS, Agricultural Knowledge and Information System, mais beaucoup de monde a dit qu'il faut une ARKIS, une Agricultural Rural Knowledge and Information System. Il faut compléter le système, l'écosystème d'animation. Alors, c'est une autre... alors, c'est ma dernière slide. Maintenant, le travail que nous faisons avec différents pays, c'est avec le groupe thématique, c'est un peu accompagner les États membres et créer un espace pour l'échange sur ces traits. Maintenant, tout le monde est en train de construire la prochaine programmation. Alors, les besoins qui peuvent être appuyés par Smart Villages doivent entrer dans le SWOT, surtout du Specific Objective 8, qui est le développement rural. Alors, si ce n'est pas identifié à ce stage-là, il y a peu à faire. Hein. Alors c'est très important que les besoins, les nouveaux besoins, surtout les besoins qui arrivent du climate, du COVID et tout ça, entrent dans le SWOT. Puis, les différents États membres sont en train de faire une analyse de leur propre politique pour identifier les lacunes que Smart Village pourrait remplir. Et surtout, c'est Leader. Qu'est-ce qui passe avec Leader? Qu'est-ce qui passe avec les autres mesures de coopération? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans les critères de sélection, par exemple, de les mesures d'investissement? Comment relationner les investissements, plutôt les petits investissements du CAP avec les investissements du FEDER, etc. Et le troisième, c'est vraiment design de faire la réforme des interventions, la préparation pour la prochaine période. Et jusqu'à maintenant, on a analysé le Finlande, la Pologne, et la prochaine réunion, le mardi prochain, on va voir l'Autriche, l'Irlande et la Slovénie. Les différents États sont dans différents États, mais c'est très riche vraiment voir échanger sur les problèmes qu'ils ont et les possibles solutions pour vraiment essayer de créer quelque chose qui aide les gens sur le terrain. Et après ça, il y a une liste dans la présentation, vous avez tous les publications que nous avons faites. Et, merci pour tout. Excusez mon français, c'est vraiment difficile. OK, merci. Merci beaucoup, Paul, et merci, et pas de souci, ton français est très compréhensible, et merci de l'effort de ta participation et de ton expression en français pour ce webinaire. Je pense que ça nous éclaire bien sur l'origine et le positionnement de ce concept dans les politiques européennes et les enjeux aussi pour la prochaine programmation. Côté FEADER, avec l'articulation avec Leader ou d'autres outils, mais aussi l'articulation entre ce programme, enfin cet esprit ou ce concept Smart Village et toutes les questions d'infrastructure territoriale et qui relèvent plus du FEADER, et je trouve que c'est assez éclairant.
Je propose de laisser la parole maintenant à Séverine Bressot, qui, en tant que référente française, va représenter son rôle en France sur ce sujet et puis nous faire son exposé sur la question. Merci Séverine. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer moi aussi de partager mon écran. Alors, a priori, il faudrait que Paul puisse enlever son partage d'écran parce qu'on me dit que quelqu'un déjà… voilà. Attendez, comment est-ce que je peux faire ça? Je pense qu'il faut réappuyer sur partage écran, non? Oui, mais je ne vois pas les boutons maintenant. Il est en bas à côté du micro, de la vidéo. Oui, mais maintenant, c'est… Excusez-moi, mais… Donc peut-être, je vais commencer… Oui, attendez, je vais essayer de… parce que je ne vois pas le bouton maintenant. Je vais fermer ça. Ouf. Attendez. Ok. C'est bien? C'est bon, je pense que c'est bon, je vais réessayer. Ok, c'est bien, ok. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voyez l'écran? Mon écran? Oui. Le support? Oui. Très bien. Donc bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un projet dans lequel je suis impliquée, qui est donc Smart Rural 21. C'est un projet donc qui est soutenu par l'Union européenne, par la Commission européenne, la DG Agri, qui est piloté, enfin dans sa mise en œuvre par un consortium, donc qui est porté par E40, qui est donc une entreprise de conseil, et qui a à la fois tout un panel d'experts thématiques, j'y reviendrai, sur le digital, sur les grands thèmes du développement rural, et également un réseau de référents France dans chaque pays de l'Union national, dans chacun des pays européens, et je suis la référente France donc pour accompagner le ou les territoires français dans le développement de leur smart stratégie. Donc l'objectif de ce projet européen est vraiment de pouvoir accompagner, alors j'ai gardé le mot village, et on verra que là aussi il y a une définition assez large, mais pour l'instant, comme on parle de smart village, je vais garder le terme village. Mais l'idée est donc de pouvoir accompagner dans différents pays européens des villages qui sont dans des contextes aussi territoriaux différents, et de voir comment on peut les accompagner à définir une stratégie de Smart Village et les aider également dans la mise en œuvre de cette stratégie avec l'accompagnement opérationnel dans la mise en place d'actions. J'y reviendrai. Et l'idée étant, le résultat de ces expérimentations, enfin de ces démarches expérimentales menées au sein de plusieurs villages en Europe, serait aussi de pouvoir de faire le bilan et de formuler des conclusions pour nourrir les réflexions et voir dans quelle mesure les financements européens pourraient contribuer au financement de telles dynamiques dans les territoires ruraux, donc dans le cadre de la politique agricole commune, mais même au-delà. Les modalités opérationnelles, donc 17 expérimentations donc, sont prévues dans 17 qui vont recevoir conseil et accompagnement. Je reviendrai sur l'accompagnement apporté. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà 5 villages qui ont commencé leur travail depuis plusieurs mois, donc qui se basent en France, en République tchèque, en Finlande, en Grèce et en Irlande. Et je reviendrai sur ces 5 premiers cas qui, eux déjà, on est en train de finaliser des stratégies avec ces 5 villages. Et parallèlement à ça, un appel à projet a été lancé
il y a environ maintenant 2 mois, et donc la deadline était pour le 11 mai. Le réseau rural national s'était fait le relais de cet appel à projet pour sélectionner au niveau de toute l'Europe 12 nouveaux villages pour compléter le panel. Donc, pour votre information, suite à cet appel à projet européen, il y a eu 734 candidatures qui ont été reçues. Et donc, je crois seulement 4 ou 5 en France, pour information. Et donc là, les candidatures sont en train d'être analysées, et donc ces 12 villages seront sélectionnés en juin. Alors, quelques points importants, comme je le mentionnais tout à l'heure, il n'y a pas de taille ni de définition stricte de village. Je ne reviens pas sur la définition Smart Village, Paul Soto l'a fait en introduction, mais en effet, l'idée, c'était qu'à travers les Smart Solutions, donc les solutions dites intelligentes, à travers on n'envisageait pas que le digital pur et dur, mais ça pouvait être d'autres innovations technologiques ou également des questions d'innovation sociale. Donc, ces 17 villages qui vont donc intégrer cette mission, que vont-ils recevoir? Alors, de quoi ils vont bénéficier? Alors, tout d'abord, ils bénéficient d'un appui donc, du référent national, un appui transversal, à la fois au stade de la définition de leur stratégie de Smart Village, mais également au niveau de sa mise en œuvre. Il faut savoir aussi que comme au-delà de cet appui extérieur dont ils peuvent bénéficier, et qui est financé dans le cadre de ce projet, ça implique quand même un gros travail de la part des équipes municipales, et du coup, certains villages peuvent aussi avoir une petite participation à leurs ressources humaines. Évidemment, les villages retenus, donc ces 17 villages sont intégrés dans un réseau européen, donc ils auront des visites de terrain possibles dans d'autres villages qui sont financés. Donc évidemment, à ce stade, au regard de la situation actuelle, ces visites n'ont pas commencé. Et il y a également des événements qui réunissent tous les villages sélectionnés, les référents nationaux et l'ensemble des experts, thématiques également, qui vont avoir lieu et qui permettent vraiment de contribuer à la mise en réseau, à l'échange sur leurs solutions, sur la méthodologie, etc. Voilà, ce qui donne une visibilité européenne. Alors, bon, là, de toute façon, on vous enverra, le support PowerPoint sera aussi à votre disposition. Je vais peut-être passer assez rapidement, mais globalement, tout le processus, des Smart Villages dans ce projet qui sont retenus est décrit dedans. Donc, à la fois, il y a une action locale dans la mobilisation des acteurs locaux, l'élaboration de leur stratégie des Smart Villages, et puis après, dans la mise en œuvre d'actions concrètes, et puis parallèlement l'intégration aussi et la participation. Voilà ce qui vraiment est le rôle de ces Smart Villages dans ce projet. Alors, peut-être avant de revenir au cas français sur Montsartou, que j'accompagne actuellement, puisqu'il fait partie des 5 villages qui avaient été présélectionnés avant l'appel à projet. Je vais revenir très rapidement donc, sur les 5 premiers villages qui ont commencé le travail et qui donc, ne font pas partie de la sélection de l'appel à projet, qui avaient été sélectionnés comme village pilote en amont de l'appel à projet. Et donc, on a 5 cas assez différents. Alors, je vais vous les présenter assez rapidement. Le premier, donc, c'est la Finlande. Vous voyez le nom du village. Donc je ne parle pas le finnois, donc je vous laisse découvrir le nom de ce village. Donc, un très petit village qui est basé donc dans la région des lacs. Et d'ailleurs, c'est un groupement de petits villages qui atteint donc 600 habitants. À 30 km d'une ville
peu importante qui offre des services. Et en fait, ce village a, au fur et à mesure des années, développé lui-même avec les habitants ses propres activités, qu'elles soient agricoles. Donc, il y a plein de petites entreprises qui se sont créées puisque il y avait évidemment, c'était une zone très rurale. Donc, ils ont créé eux-mêmes, ils ont développé eux-mêmes un système de gestion des déchets, le développement également d'infrastructures, etc. Et puis, aujourd'hui, leur besoin est l'élaboration d'une stratégie pour déjà un peu mettre le lien dans toutes ces actions et également leur focus, en tout cas, vraiment, qui ont mis en valeur dans leur candidature qu'ils avaient fait tout au début du projet, en fin d'année 2019, l'idée vraiment de pouvoir travailler sur la question notamment de la e-gouvernance, de voir comment on pouvait améliorer tous ces éléments. En autre cas, on a l'Irlande, donc un village côtier de 2050 habitants qui souhaite d'ailleurs qu'on ne l'appelle pas village, mais pour l'instant, je vais pas mettre ce mot générique. Donc, Dingle, donc 2000 habitants environ, côtier, caractéristique de nombreuses zones rurales en Europe, à savoir fuite des jeunes qui partent faire leurs études, qui ne reviennent pas, donc une gestion aussi des seniors. Et donc, l'idée pour eux est vraiment de pouvoir redonner du sens à cette communauté locale et de travailler d'une part sur la gestion et l'accueil des seniors qui sont présents là et qui vont vieillir sur le territoire, mais également de travailler à l'accueil des jeunes et notamment de jeunes familles. Et donc, ils veulent notamment travailler sur les questions à la fois de santé pour les seniors, mais également de transport intelligent, notamment pour l'accueil des jeunes familles et montrer qu'ils peuvent aller, même s'ils travaillent plus loin, il y a une existence de transport pour pouvoir habiter à Dingle. Voilà. République tchèque, donc là on a Mukarov, donc 2500 habitants. Là on est dans une autre problématique, plutôt un village qu'on appelle les villages dortoirs, 30 km de Prague. La plupart de la population travaille à Prague, donc dans la métropole, et reviennent le soir dans le village, donc avec le développement de lotissement, par exemple, parce que évidemment ce village voit sa population s'accroître, mais une population qui ne s'implique pas localement, qui ne participe pas à la vie locale et qui finalement ne vit que très peu dans le village. Donc leurs besoins, c'est évidemment améliorer la qualité de vie, préserver l'environnement et essayer de stopper cette densification qui se fait au détriment des terres agricoles, au détriment du lien social. Donc eux, pareil, ils veulent travailler beaucoup sur les actions sociales, de lien social, e-gouvernance également et environnement. On continue notre tour d'Europe. Nous voyageons virtuellement en anglais, 3350 habitants, donc c'est une petite île qui se situe au sud de la Grèce, montagneuse, et cette île est constituée de plein de petits villages. Donc là, par exemple, le Smart Village, ce n'est pas qu'un village au sens une entité, mais c'est l'ensemble des petits villages donc sur cette île, des villages qui sont vraiment très petits, 400 habitants pour le plus grand. Donc c'est une île qui vit de l'agriculture, un peu de commerce et du tourisme. Et donc des problématiques, le besoin aussi de réfléchir à justement comment faire le lien entre ces micro-actions qui se développent dans ces micro-villages, comment faire le lien aussi pour une stratégie plus structurée entre tous ces villages. Donc là aussi, on a la question de gouvernance et puis d'action visée. Et on finit avec le village français, Montsartou, presque 10 000 habitants, donc un très grand village, qui est donc basé, pour ceux qui ne le connaissent pas, à environ 10-15 km de Cannes, d'Antibes.
donc qui subit de plein fouet la l'élargissement, la densification de l'urbain, qui arrive et qui grignote peu à peu les terres agricoles. Une commune dont l'équipe municipale s'est engagée depuis 40 ans justement à ne pas essayer de limiter le grignotage des terres agricoles et a lancé une politique assez ambitieuse, et toute sa stratégie est basée sur une stratégie alimentaire, mais en activant tous les leviers, c'est-à-dire à la fois le levier agricole sur le maintien des terres agricoles et l'accueil de nouveaux agriculteurs, sur la de l'alimentation et à travers ça les questions de santé, à travers évidemment les circuits courts, à travers l'activité économique locale, donc le retour, le développement d'une épicerie sociale, enfin voilà. Et donc, via le fil rouge de cette politique alimentaire, ils ont vraiment une approche holistique du développement local, et donc ont vraiment activé tous les leviers, à la fois environnementaux, parce que c'est de l'agriculture bio, à la fois sociale, en impliquant les habitants, à la fois économique, via le développement de l'agriculture, de nouveaux commerces aussi, enfin voilà. Et eux, ils ont certes une stratégie déjà bien posée, ils étaient avec une partie en tout cas de la population déjà impliquée, mais ils ont identifié, je vais y revenir dans la dernière partie, dans les 3 dernières minutes de ma présentation, sur ce qu'on fait avec eux et comment ils ont identifié justement les champs d'action sur lesquels la Smart Stratégie pourrait apporter et pourrait leur permettre d'innover et d'atteindre les ambitions qui se sont fixées. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, globalement, la feuille de route pour chacun des villages, bon, je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas m'attarder trop dessus, mais l'idée, c'était à la fois de mobiliser au sein des villages donc, toutes les parties prenantes. Et là, on est dans un processus classique de développement local, élaborer la stratégie, identifier des premiers projets à mettre en œuvre, et puis pouvoir ensuite en tirer les conclusions de cette expérimentation. Donc, si je reviens au cas de Montsartou, donc là, on est vraiment en train de finaliser la stratégie. Donc, évidemment, on n'a pas pu le faire de manière aussi participative ces derniers mois qu'on aurait voulu avec les raisons du Covid, mais néanmoins, on a travaillé beaucoup avec l'élu référent pour l'instant et l'équipe technique d'ores et déjà. Et alors, qu'est-ce qu'on a réalisé? Bon, déjà, on a fait un point sur tout ce qui avait déjà été fait, de voir les opportunités qui existaient sur lesquelles ils avaient à ce jour encore du mal à avancer. J'ai proposé, on a pu faire aussi, à partir du moment où ils ont identifié les champs d'intervention sur lesquels le digital ou l'innovation sociale notamment permettrait d'avancer. On a fait aussi un benchmark un peu à l'échelle européenne pour voir un peu les actions inspirantes sur ces thèmes-là et pouvoir alimenter les réflexions. Et donc là, on est en train de finaliser les derniers allers-retours, cette stratégie de Smart Village, qui est donc une stratégie qui en effet pas, comme le disait Paul en introduction, pas un document, un nouveau document en plus de tout ce qui existe, mais bien quelque chose qui est centré sur des axes pour lesquels le digital, l'innovation sociale pourrait apporter un plus. Donc, par rapport du coup donc, au cas de Montsartou, on a identifié 5 grands axes. Tout d'abord, l'augmentation, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, leur dynamique fonctionne tellement qu'il n'y a plus assez de terres agricoles pour pouvoir répondre aux besoins de la demande locale en produits bio et circuits courts. Donc, comment augmenter l'offre? Donc, c'est aussi augmenter les coopérations avec les territoires ruraux de montagne dans l'arrière-pays de Montsartou. Et donc là, notamment, la coopération leader pourrait peut-être être un outil. C'est également réfléchir à des manières innovantes d'accueillir des nouveaux agriculteurs sur Montsartou. Et puis, c'est également le développement de l'autoproduction. Donc, le citoyen nourrit la ville. Comment on peut utiliser tous les champs qui ne sont pas cultivés à ce stade, les jardins aussi des citoyens qui sont pas cultivés, et tout le monde pourrait contribuer à avoir un bout de jardin pour
produire aussi de la production alimentaire, et donc du coup avec un impact également social, de lien social. Et donc là, l'outil digital, on a commencé à en parler, pourrait aussi à la fois dans l'identification des terrains et dans l'échange et dans la gestion de cette action pourrait aussi faciliter. Il y a également tout ce qui est la participation des citoyens, notamment de ceux qu'on appelle les invisibles dans la politique alimentaire. Et puis également Montsartou qui crée un peu un laboratoire en politique alimentaire et qui se dit qu'il aimerait continuer ce qu'il fait déjà, à disséminer son expérience et à réfléchir justement à des outils. Ça peut être des MOOC, ça peut être des outils en ligne, des formations, des échanges. Voilà, comment il pourrait aussi contribuer à essaimer son expérience et à partager avec d'autres territoires en France ou en Europe. Donc voilà, on est en train de finaliser la stratégie. Sur cette base-là, on a parmi toutes les actions qui ont été identifiées possibles, parce qu'on travaille sur le plan d'action également, on a identifié 1 ou 2 premières actions qu'on pourrait mettre en œuvre très rapidement. Et en termes de besoins par rapport aussi à ce qu'évoquait Paul dans son exposé avant, il disait qu'il y avait un besoin, un meilleur accès aux connaissances, mais également à une expertise. On s'aperçoit qu'une expertise très spécifique, au-delà de l'expertise transversale, une expertise par rapport au montage de certains projets, ça peut être une expertise digitale, ça peut être une expertise juridique ou vraiment thématique, mais très pointue. Et notamment dans les petites communes, ils n'ont pas une diversité de services qui leur offrent cette expertise. Donc là, par exemple, sur certaines actions très, très spécifiques, on va mobiliser au sein du consortium des experts, par exemple sur du digital, par exemple, pour aider vraiment au développement des actions concrètes. Et puis, à partir de l'automne, on espère que si les déplacements sont à nouveau possibles en Europe, il y aura également les premières visites d'études qui permettront aussi d'alimenter les projets. Je sais très rapidement notre état d'avancement du projet avec la sélection des 12 nouveaux projets et peut-être des Français, j'espère, à partir des résultats qui sortiront donc en juin. Merci. Merci beaucoup, Séverine. Alors, je vais essayer d'enlever voilà. Donc, ouais, c'est bien si vous coupez votre partage écran, parfait, merci. Moi, j'ai pas d'écran à partager. Avant de laisser la parole à Bérangère Davio et Dorothée Cognès pour témoigner de 2 projets qui sont conduits en France avec le soutien du réseau rural national et qui contribuent à ces dynamiques, quelques mots pour dire en quoi l'Agence nationale de la cohésion des territoires contribue aussi à créer cet écosystème. Parce que, alors avant, je veux dire à tout le monde que tous les diaporamas seront mis en ligne et ce webinaire est enregistré et donc le lien sera mis sur le site du réseau et envoyé aux participants pour être revu ou diffusé. Donc, je dis ça parce qu'il y a eu plusieurs questions sur la page de questions qui portait là-dessus. Voilà. Donc on voit, moi je trouve qu'au vu des 2 témoignages qu'on vient d'avoir et qui éclairent bien ce qu'est l'idée de Smart Village, l'entrée pour les politiques publiques, c'est quand même d'essayer de repérer des villages et des expériences assez intéressantes pour voir et étudier quelles sont les conditions de mise en œuvre de cette idée de Smart Village et quelles sont les conditions de diffusion et quel est le rôle après des politiques publiques pour appuyer ça. Dans ce contexte, l'Agence nationale créée au 1er janvier, mais qui prend la suite du CGET et avant elle de la DATAR, est un petit peu conçue comme une boîte à outils pour prendre en compte les territoires ruraux, mais aussi territoires politique quartier, politique de la ville, dans les politiques publiques. Je résumerai cet outil qui se met en place de cette manière, comme ça, et il se trouve que l'Agence nationale de cohésion des territoires a intégré l'Agence du numérique et a donc dans ses composantes une dimension numérique pas négligeable et qui rejoint aussi ce qu'on s'est dit et la question de comment le numérique permet l'outillage des territoires pour créer des dynamiques, même si on voit bien, au vu des différents témoignages qu'on a eus, que
je pense que ça fera un point de discussion en atelier, que tout ça n'est pas que le numérique. Le numérique, le digital n'est qu'un outil, mais l'enjeu, c'est bien quelles sont les conditions pour créer du développement local, du développement territorial qui fait qu'il y a une cohésion des territoires et qu'il n'y ait pas un écart entre certains types de territoires. C'est bien ça l'enjeu, voilà, de pas laisser de côté des territoires dans les dynamiques de développement. La NCT a deux missions principales, je dirais, pour résumer les choses et faire simple. C'est d'une part c'est une boîte à outils, c'est la boîte à outils du ministère de la Cohésion des Territoires, clairement, qui a deux visées. D'une part, apporter de l'appui et de l'ingénierie au territoire, et notamment à ceux qui ont des projets de développement et qui ne vient pas se superposer ou qui ne vient pas intervenir à la place des dynamiques de développement local endogène, à la place des outils qui peuvent être mis en place par les conseils départementaux qui parfois ont des agents d'ingénierie ou les régions qui mettent en place des dispositifs, des contrats de territoire, mais qui vient bien boucher les trous de la raquette, venir en complément, faire éventuellement assembler, mais j'insiste sur cette idée qui vient en plus. Donc, il y a bien une fonction appui, soutien à l'ingénierie des territoires. Il y a une offre de service qui est en train de s'organiser. Peut-être qu'on pourra en reparler dans d'autres webinars ou des présentations spécifiques. Avec une entrée territoire par territoire, l'échelle d'intervention pouvant être le PCI, c'est une échelle privilégiée, mais aussi parfois la commune, pour venir en appui des départements et des régions. Et il y a une autre mission de l'Agence nationale qui est de faire en sorte que dans toutes les politiques publiques, on ait bien à cœur de prendre en compte ce que ça veut dire et la dimension territoriale. La dimension des territoires ruraux, mais aussi, comme je le disais, la dimension politique des quartiers. Et pour ça, il y a un certain nombre d'outils et de dispositifs qui sont mis en place. Je vais en citer quelques-uns. C'est par exemple le programme Nouveau lieu, nouveau lien qui fait référence au développement des tiers-lieux parce qu'on pense que c'est une nouvelle façon de concevoir l'espace, l'organisation de l'espace en milieu rural et ça rejoint des exemples de ce qu'on a vu parce que ça peut être des facteurs de développement sur un territoire et ça rejoint aussi ce qui va nous être présenté par Dorothée sur le projet Portail, porté par Famille Rurale et qui s'intéresse aux tiers-lieux en milieu rural. Donc là, ça veut dire qu'à l'échelle de la politique publique, on essaie de voir comment des initiatives qui sont repérées comme étant leviers de développement intéressants, comment ça peut créer, comment la politique publique contribue à créer, à renforcer les écosystèmes locaux pour que ça se diffuse largement, j'allais dire partout, mais en tout cas que tous les territoires qui le souhaitent puissent se l'approprier et que ce ne soit pas réservé à quelques-uns qui sont lauréats d'un concours repérés pour faire partie d'une expérimentation. Tout l'enjeu, c'est de dépasser cette dimension-là. Voilà. Donc, j'ai cité par exemple le programme Nouveau lieu, nouveau lien. On pourrait citer les programmes Action Cœur de Ville. Ce qui vise, certes, pas que des territoires ruraux, mais quand même des petites villes et qui sont très connectées. C'est un vrai sujet, l'articulation entre les petites villes et les territoires ruraux environnants. Au mi-juin sera lancé un programme qui s'appelle Petite Ville. Le concept de Smart Village issu du concept Smart City, c'est comment on fait en sorte que des bourgs-centres deviennent résilients face aux transitions à venir et s'adaptent en utilisant là aussi le digital et le numérique, mais pas que. C'est pas du tout la finalité, hein, ça n'est qu'un outil, je redis. Je pourrais aussi citer le programme Maison France Service. Là, l'objectif, c'est 1000 maisons France Service sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est une couverture quasi exhaustive des territoires ruraux pour avoir une nouvelle conception de la place des services publics sur les territoires, qui aussi comporte là une dimension numérique, mais pas que. Enfin, l'agenda rural, dont je m'occupe plus particulièrement, qui vise là et qui est spécifique sur les territoires ruraux, mais à faire en sorte que toutes les politiques publiques prennent en compte de manière spécifique la ruralité. C'est un ensemble de 181 mesures spécifiques qui mettent donc l'accent sur des enjeux qui sont un peu particuliers. Un certain nombre de mesures concernent la place du digital sur les territoires ruraux. D'autres mesures concernent le développement économique, mais aussi les questions d'alimentation, les questions de tiers-lieux, où il y a un objectif de développer particulièrement ce genre de lieu en milieu rural. Voilà. Je ne vais pas faire plus longuement un catalogue à la Prévert,
ce qui était intéressant, c'est d'expliquer quand même comment il y a un enjeu de passer de précurseurs, de villages d'expérimentation qui sont assez tête de pont et qui sont souvent détectés et souvent un peu toujours les mêmes. Montsartou, par exemple, on en entend parler beaucoup partout, donc qui font figure de leaders et qui sont extrêmement importants et utiles pour permettre de comprendre quelles sont les conditions d'essaimage, quels sont les freins, quels sont les leviers au contraire, et quel doit être le rôle de la politique publique, sur quoi la politique publique doit agir pour que ça essaime. Et c'est bien le rôle aujourd'hui de l'Agence nationale de repérer tous ces signaux, d'utiliser toutes ces expérimentations-là pour créer les conditions d'un développement plus large. Voilà un petit peu ce que je voulais évoquer sur ce sujet-là. Et je vais donc maintenant proposer de laisser la parole, je ne sais pas, à Bérangère Davio, donc du MCDR, du projet de mobilisation collective pour le développement rural, soutenu par le réseau rural, qui porte sur la place de l'économie sociale et solidaire en milieu rural. Bérangère, je vous laisse la parole. J'ai un écran, je crois, vous avez la main. Oui, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Super. Alors, peut-être, donc oui, juste en introduction, très rapidement, donc moi je fais partie de l'AVIS, donc le projet Tresson, et le projet donc MCDR Tresson est mis en œuvre par l'AVIS et le RTES. Donc l'AVIS est une agence d'ingénierie pour développer l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale au niveau national. Et nous, dans ce cadre-là, on a plusieurs métiers, mais notre principal objectif est d'outiller les porteurs de projets, quels qu'ils soient, structures ou individus, sur leurs projets justement d'innovation sociale, et puis de faire en sorte que les écosystèmes favorables à leur développement puissent se structurer dans les territoires. Et donc, on anime pour ça des communautés d'acteurs de l'accompagnement, on développe des nouveaux programmes et des services. Et on a beaucoup cette fonction de repérage des innovations sociales, de leurs conditions de déploiement et de partage ensuite au niveau national à travers de la capitalisation, de l'outillage, etc. Le RTES en un mot également, donc le réseau des collectivités territoriales pour l'économie solidaire qui accompagne justement les collectivités dans le développement de l'économie sociale et solidaire sur leur territoire à l'échelon de collectivités. Donc peut-être rapidement, et puis on verra que il y a beaucoup de liens effectivement avec le concept de Smart Village, même si on ne l'a jamais évoqué directement dans le cadre du projet Tresson. Donc le programme Tresson pour territoires ruraux, ESS, outils et nouvelles synergies. Il est parti un peu d'un constat, enfin de plusieurs constats bien sûr, mais d'un constat, c'est qu'on voyait justement beaucoup d'initiatives, plus ou moins à échelle de dynamique collective de territoire, ou parfois plutôt des initiatives et des projets ponctuels, mais en tout cas on voyait dans les territoires ruraux des projets d'économie sociale et solidaire sur la préservation de l'environnement, sur la recréation d'activités, les services de proximité, etc. Sans vraiment avoir de données qualifiées et puis d'études un peu plus spécifiques sur la manière dont ces initiatives se mettaient en œuvre, les écosystèmes qui faisaient qu'elles pouvaient justement se créer, se renforcer, se consolider, et à un moment créer des dynamiques plus amples et plus larges sur les territoires. Donc l'idée, c'est d'avoir du projet, c'est de réunir un comité partenarial assez large avec des acteurs de différents territoires, des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, des acteurs des réseaux ruraux régionaux, des réseaux de collectivités et puis d'autres partenaires pour pouvoir justement étudier la place de l'économie sociale et solidaire dans les territoires ruraux, ses conditions de pérennisation à travers un certain nombre d'études, des monographies de territoire et puis une étude statistique nationale. Capitaliser donc sur les projets justement et puis les dynamiques autour de l'économie sociale et solidaire pour pouvoir les mettre en avant, partager leurs bonnes pratiques, et puis derrière outiller les acteurs du réseau et notamment les acteurs du développement rural qui sont pas forcément toujours familiers avec les notions d'innovation sociale et d'économie sociale et solidaire, tout en étant confrontés à ces projets au quotidien. De la valorisation forcément, avec notamment une newsletter partagée dédiée vraiment à l'innovation sociale en milieu rural. Et puis de l'accompagnement, puisqu'on a vu que l'ingénierie d'accompagnement de ces projets, on a parlé de besoins d'expertise technique spécifique, etc. Pour les collectivités, oui, et aussi pour les collectifs d'acteurs.
qui mènent ce type de projet, et donc comment est-ce qu'on renforçait la montée en compétences des acteurs de l'accompagnement et les coopérations entre des acteurs qui auraient justement cette ingénierie dédiée sur l'innovation sociale et les acteurs qui accompagnent les projets, que ce soit les collectivités ou les acteurs du développement rural. Donc pour ça, on a notamment créé un collectif Créa Rural. Aujourd'hui, c'est à peu près 170 structures qui sont confrontées à l'accompagnement de projets ESS dans les territoires ruraux. Et donc, comment est-ce qu'on les fait partager leurs expertises, les parcours, les programmes qu'ils développent et puis leurs ressources. Donc, dans le cadre du projet Tresson, on a été amené effectivement à constater que l'économie sociale et solidaire est au cœur des dynamiques de résilience et de transition des territoires et des territoires ruraux de surcroît. Et c'est pour ça qu'on m'a demandé d'intervenir aujourd'hui. Alors, plusieurs choses. Donc, déjà, on a mis en œuvre une étude statistique avec le Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire. On voit déjà que l'économie sociale et solidaire, elle est fortement présente et plus présente qu'au niveau national dans les territoires ruraux. C'est à peu près 18% de l'emploi privé rural de 2008 à 2015, avec une meilleure résilience de l'emploi, donc plus 5% sur cette période, quand l'emploi hors ESS avait, lui, diminué de 4%. Et puis, au niveau général, public-privé, c'est 14% de l'emploi à peu près. Et donc, on voit déjà que l'économie sociale et solidaire se développe et crée de l'emploi en milieu rural quand le reste de l'emploi diminue. Donc ça, c'est juste pour le côté emploi. On voit qu'elle est fortement présente dans des champs d'action qui sont essentiels parce que justement, services de proximité, services aux populations qui font qu'un territoire reste attractif pour un certain nombre d'habitants. Donc sur l'action sociale, sur les sports et loisirs, sur les arts et spectacles, les structures de l'ESS sont omniprésentes. Et puis au-delà de ces activités qui sont plutôt de l'ordre du service aux personnes, etc., on voit que l'économie sociale et solidaire se renforce par rapport à sa présence au niveau national sur le soutien aux entreprises, sur le commerce de proximité. Et donc ça, c'est des dynamiques qui nous semblent vraiment intéressantes à mettre en avant et qu'on va détailler un petit peu après. Mais donc, on voit vraiment que sur la reprise de certains commerces, sur la création de groupements, soit des groupements d'employeurs, soit des coopératives d'activité d'emploi qui permettent de créer des dynamiques d'entrepreneuriat sur des territoires, l'économie sociale et solidaire se développe. Et donc là, nos données chiffrées s'arrêtent à 2015. On voit qu'il y a beaucoup de créations de commerces sous statut, soit des cafés associatifs, soit des coopératives, des sociétés coopératives d'intérêt collectif qui ont été créées après 2015. Et donc forcément, on aura des données à la suite qui seront meilleures pour illustrer ces dynamiques-là. Mais on voit que c'est quand même une tendance de fond. Et donc, voilà, là, j'avais mis quelques exemples de projets pour illustrer, mais donc voilà, on a des conserveries solidaires, des brasseries artisanales, des magasins producteurs. Donc, on parlait beaucoup d'alimentaire, donc on voit bien que sur l'alimentation durable, l'économie sociale et solidaire innove et permet de recréer des dynamiques au niveau des villages. Dans les commerces et les services de proximité, c'est la même chose. Donc là, on est plutôt sur des initiatives qui viennent à un moment recréer du service ou recréer de l'attractivité sur un village. Maintenant, pour faire le lien plutôt avec ce qui a été évoqué précédemment, on parle plutôt d'une stratégie à un moment, ou en tout cas d'une dynamique plus large de revitalisation, où on a de l'investissement citoyen, où on a de l'action publique qui vient s'y greffer et appuyer, où on a des entreprises privées qui viennent aussi s'investir pour le développement économique. On est allé étudier 4 territoires de manière un peu plus approfondie. Le pays Périgord vert, le pays Terre de Lorraine, la communauté de communes Val d'Ille-d'Aubigné et puis le PNR, Parc naturel régional du Vercors, pour voir justement en quoi l'économie sociale et solidaire sur ces territoires avait permis de générer des dynamiques plus larges qui pouvaient les dépasser, de développement local justement, et puis comment est-ce que tout cet écosystème d'acteurs et cet écosystème local venait s'articuler autour de ces projets. Du coup, on a un peu 5 constats qui font que pour nous, ce qu'on observe en tout cas, c'est vraiment que l'économie sociale et solidaire, elle permet, au-delà des projets qu'elle développe, de vraiment générer des dynamiques d'engagement dans les territoires.
Bon, elle est historiquement implantée dans ces territoires ruraux, ça c'est plutôt les chiffres que j'ai montrés, toute la vie coopérative, etc., qui fait que, notamment dans l'agriculture et l'alimentation, l'ESS est quand même très présente. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout qu'on voit que l'économie sociale et solidaire, par ses principes, lucrativité limitée, gouvernance démocratique, utilité sociale première, les projets d'économie sociale et solidaire sont dirigés vers le bien commun, permettent justement de faire la jonction entre les innovations sociales citoyennes, donc les collectifs citoyens qui à un moment se disent on a envie de lancer une initiative sur notre territoire, et l'innovation sociale entrepreneuriale, puisque ces collectifs citoyens, quand ils ont envie de pérenniser et de former un projet dans le temps, vont choisir forcément plus naturellement des statuts de l'économie sociale et solidaire qui leur permettent de préserver l'utilité commune ou sociale de leur projet, de pouvoir avoir des processus de participation et de gouvernance de l'initiative qui restent justement partagés et qui sont en général pas dirigés vers la recherche du profit, mais bien de la production, en tout cas, ou de la génération, les revenus qui peuvent être générés plutôt pour maintenir l'activité en elle-même. Et donc ça, on le voit vraiment. Et puis, ce qui fait qu'on a aussi, à la suite, on comprend bien, c'est un processus cyclique. Ces innovations et ces structures qui deviennent en fait des structures économiques partagées vont elles-mêmes, parce qu'elles favorisent l'implication des citoyens, permettre de générer d'autres projets à la suite. Et donc, il y a un effet vraiment démultiplicateur d'habitants qui, à partir parfois d'un projet, vont vouloir développer d'autres projets sur leur territoire. Et donc, ça va être soutenu à travers ces initiatives-là. J'ai montré à travers un certain nombre de projets déjà ou de statistiques que l'économie sociale et solidaire génère du lien social essentiel à l'attractivité. On voyait avant que il y a des villages où en fait ça va être vraiment la collectivité qui va impulser, c'était peut-être un peu le cas à Montsartou, qui va impulser à un moment un projet, une stratégie territoriale, etc. En fait, on voit bien que s'il y a un tissu associatif dense, notamment, la mobilisation des habitants est beaucoup plus facile. Et donc, c'était le cas également dans Village du Futur, sur toute cette dynamique de co-construction, de participation en amont. C'est les associations qui ont permis de mobiliser en fait les habitants, et donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de structures de l'économie sociale et solidaire qui sont les premiers à répondre présents quand la collectivité à un moment veut mobiliser son territoire et s'interroger sur voilà. Et donc forcément, puisque les structures de l'économie sociale et solidaire ont pour principe premier l'utilité sociale et l'utilité du territoire, s'interroger sur les besoins du territoire et les nouvelles activités qui peuvent y répondre, c'est dans leur priorité. Et donc en général, on a encore une fois cet effet un peu démultiplicateur, etc. Et ça permet en plus de générer ces dynamiques même quand c'est la collectivité qui souhaite impulser. On a également tout ce qui est innovation, modèle innovant, je vais un peu plus détailler, mais qui vont irriguer l'économie de proximité, dans les circuits courts, dans le réemploi, l'économie circulaire, dans l'insertion par l'activité économique. On a vraiment, c'est l'économie sociale et solidaire, c'est une économie qui va vraiment chercher à innover socialement, constamment pour répondre aux problématiques locales. Et donc, on voit même que là où elle pouvait être positionnée plutôt dans des champs d'activité sociale directement, service à la personne, etc., on la voit justement s'emparer de champs à dominante économique dans la production, le commerce, la production agricole, etc., où l'économie sociale et solidaire revient quand même en force, entre guillemets, et s'empare de ces problématiques-là pour en faire justement une économie de proximité, mais qui sert directement au territoire et qui permet de valoriser les ressources locales, mais en créant du partage de la valeur derrière. Et ça, c'est vraiment aussi, ça fait beaucoup écho, je trouve, à ce qui a été présenté précédemment sur ce qu'est un Smart Village. Et puis, je l'ai déjà évoqué sur l'implication et l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies territoriales. Voilà. Alors peut-être du coup pour illustrer un petit peu aussi des dynamiques qu'on peut observer autour des structures d'économie sociale et solidaire, on voit bien qu'au-delà des projets, encore une fois, qui sont portés par les organisations, elles impulsent et elles mettent en œuvre des dynamiques de coopération économique notamment, toujours avec l'utilité sociale au cœur, qui dépassent largement ces frontières
Donc, il y a par exemple les pôles territoriaux de coopération économique qui favorisent justement les coopérations entre structures de l'économie sociale et solidaire, structures d'économie lucrative, enfin, privée lucrative, le secteur public et puis les universitaires, pour pouvoir justement sur un territoire donné renforcer l'économie sociale et solidaire, mais qui du coup génèrent des dynamiques extrêmement intéressantes et plus larges. C'est le cas de FIJAC qui est souvent nommé, et puis avec le PTCE FIJACTEUR qui a permis justement de recréer une dynamique économique sur ce village, enfin sur cette ville, sur cette petite ville. Là, on citait l'exemple du PTCE du Pays de Bray, qui est porté par la Maison de l'économie solidaire et qui intervient depuis 10 ans dans l'Oise pour y développer justement une économie sociale accessible, etc. et qui représente aujourd'hui plus de 300 emplois dans le domaine de des écométiers, etc. On a des PTCE sur différentes filières, sur différents thèmes d'activité, mais globalement, on voit que dans un certain nombre de territoires ruraux, ces PTCE ont permis de rassembler justement acteurs privés, associations, etc., pour s'interroger sur les potentiels du territoire et la manière dont la coopération pouvait générer justement de nouvelles activités, etc. On a des clubs d'entreprise et des clusters de l'ESS qui vont aussi, en rassemblant toutes les structures de l'ESS d'un territoire, parce qu'ils partagent des valeurs et un engagement pour leur territoire, générer justement des coopérations, des groupements d'employeurs, etc. et qui vont à un moment se dire, créer aussi une feuille de route partagée pour un projet de territoire. Donc ça, c'est intéressant. Les CAE, j'en ai déjà parlé. Et puis, donc, les sociétés coopératives d'intérêt collectif qui se développent énormément, donc qui sont à la fois une société commerciale et puis une coopérative, et dont l'objet est vraiment de produire ou de fournir des biens et des services d'intérêt collectif qui présentent un caractère d'utilité sociale, avec un multisociétariat qui permet justement d'impliquer des personnes physiques, des personnes morales en fonction, et donc y compris des collectivités. Et qui se développe énormément sur la reprise de commerce de proximité dans les centres-bourgs, qui se développe sur la création de tiers-lieux. Dorothée va en parler un petit peu plus à la suite des tiers-lieux, ou d'espaces de coworking, etc. Donc là, j'ai cité un certain nombre d'exemples sur la structuration de filières nouvelles pour valoriser encore une fois les ressources locales, des projets collectifs de production d'énergie renouvelable, et des projets de mutualisation et de développement territorial. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que les SIC, justement en impliquant un grand nombre de parties prenantes autour de leur projet, créent de la coopération et du dialogue sur un territoire, et encore une fois font souvent effet boule de neige sur les différents projets qui peuvent se développer. Et puis, du coup, l'appui à l'entrepreneuriat social, juste pour dire que du coup, au niveau du collectif Créa Rural, on a rassemblé justement un certain nombre d'accompagnateurs de projets d'économie sociale et solidaire. Et il y a un grand nombre des incubateurs dédiés aux projets d'entrepreneuriat social et d'innovation sociale qui sont en train de développer des programmes dans les territoires ruraux, ou des acteurs historiquement présents qui ont aussi développé ce type de programme. Et au-delà de ça, on voit bien que tout ce qui est appui à la vie économique locale, en général, est porté par des structures de l'économie sociale et solidaire, et qui s'emparent vraiment de cette recherche de création de projets au service des territoires ruraux. Voilà, je vous ai mis c'est comme les ressources seront partagées, on a un peu déjà décrypté ce sujet-là. Pour aller plus loin. Et donc, effectivement, par contre, je rejoins dans les problématiques. On voit bien que la reconnaissance de l'animation locale et le financement de l'animation locale, c'est vraiment un enjeu clé et un point clé. Effectivement, avec la diminution des financements publics, les dynamiques d'appel à projets, de mise en concurrence, etc., parfois, ça vient un peu contrecarrer les dynamiques long terme d'animation territoriales qui permettent justement le développement de ces coopérations. Les pôles territoriaux de coopération économique, les PTCE, ont été soutenus à un certain moment. Certaines collectivités locales ont pris le relais, certains ont manqué de soutien. Et du coup, c'est vrai que le fait de pouvoir appuyer des projets collectifs qui sont coportés, c'est souvent les cadres d'appui et de financement ne sont pas forcément adaptés. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose d'important.
Et puis du coup, la reconnaissance effectivement de cette animation locale et de l'ingénierie de projets collectifs extrêmement importante. Et donc, c'est un des objectifs que poursuit le projet Tresson, qui est prolongé et qui durera jusqu'en 2021. Et puis, du coup, j'ai mis quelques autres ressources, mais donc toutes les ressources du projet sont disponibles en ligne en même temps. Donc, il y a une newsletter, comme je vous l'ai dit, etc., un panorama des projets. Mais on a aussi des fiches techniques qui vont sortir sur justement les coopérations, les dynamiques de coopération dans lesquelles l'économie sociale et solidaire est fortement présente en faveur du développement rural. Et donc, ces fiches-là sortiront en juin, je pense qu'elle est assez dans le thème évoqué aujourd'hui. Voilà ce que je pouvais dire sur le sujet. Patricia, je ne sais pas si ça te paraît exhaustif, enfin peut-être pas exhaustif, mais en tout cas clair. Non, mais très, bon, c'est pas mal exhaustif, si quand même, et puis très éclairant sur l'approche, le projet Tresson bien résumé, et puis là, les connexions avec la problématique qui nous occupe aujourd'hui de Smart Village. Comme on a pris un petit peu de retard, je propose de donner sans plus tarder la parole à Dorothée, qui va présenter un autre projet, donc qui est Portail, qui porte davantage sur les tiers-lieux en milieu rural. Dorothée, à vous la parole. Oui, merci. Je vais partager. Alors, oui, il y avait. Alors, vous m'entendez bien parce que depuis, oui. j'ai des coupures a priori d'Internet. Donc, j'espère que vous allez bien m'entendre. Surtout, n'hésitez pas. Moi, je vous entends bien. Mais au niveau ça va très bien. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Merci de nous avoir invités. Donc, je fais partie de la Fédération nationale Famille Rurale. Donc, pour reposer un peu le contexte, on a un réseau de 2200 associations donc, dans 70 départements. Donc, et depuis cela, depuis plus de 70 ans. Donc, un ancrage territorial de proximité et ancien. Donc, avec des activités de tout type, allant de l'accueil de la petite enfance aux personnes âgées, qui répondent aux besoins et surtout qui animent les territoires, donc allant de structures d'accueil du jeune enfant jusqu'à une fête de village. Voilà, on est vraiment sur tous les champs. Donc, on a plus de 150 familles adhérentes sur ce réseau. Et puis, c'est vrai que Famille Rurale a toujours été porteur d'innovation. Depuis toujours, puisqu'on part vraiment d'initiatives privées, de besoins, et pour y répondre, et puis en s'inscrivant effectivement et finalement devenir service public. Hein. On a, par exemple, je vous donne un exemple, tout ce qui est aujourd'hui les accueils de loisirs ou le transport scolaire, ça a été initié par Famille Rurale. Et puis voilà, chemin faisant, on se retrouve sur des services publics. Donc, on est structuré. Donc, moi, je vous dis, je fais partie de la fédération nationale. On est structuré selon à tous les niveaux. On a des fédérations régionales, départementales qui accompagnent donc nos structures, nos associations locales. Donc, ça fait un réseau quand même de à peu près 17 000 professionnels, mais surtout, on a environ aujourd'hui plus de 30 000 bénévoles qui agissent en complémentarité. Hein. On est vraiment bénévoles salariés, une équipe complémentaire. Donc, les tiers-lieux, pourquoi c'est une réflexion qui est déjà en marche, nous, depuis 2015 au sein du réseau. Et puis, c'est vrai que Famille Rurale, parce que je vous ai présenté brièvement, a vraiment un rôle à jouer donc dans la transformation et la revitalisation sociale et économique de nos territoires. Quand on parle de cohésion sociale, c'est vrai que cette transformation des territoires, il y a à la fois ce brassage sociologique, on a les tensions, on a effectivement il y a eu un moment de relâchement des solidarités de proximité. Donc, on a vu qu'il a été nécessaire, en tout cas, de renouer et de recréer des liens. Et donc, ces tiers-lieux sont vraiment des lieux de rencontre, d'interconnaissance, d'expression et de médiation. Par exemple, la crise des Gilets jaunes en a été le témoin. Donc, voilà, une nécessité de recréer du lien social.
et puis aussi ce soutien au développement économique. On voit sur les territoires, et comme effectivement Bérangère l'a si bien évoqué, les demandes croissantes sur les territoires au niveau, on a tout ce qui est entrepreneuriat, donc on nous demande de plus en plus sur la cohésion sociale, l'inclusion sociale, la création de liens sociaux, et aujourd'hui, on lie les deux sur l'insertion professionnelle. Donc, pour nous, c'est tout à fait logique de se repositionner en tant qu'acteur de développement économique. C'est vrai que quand on a mené une enquête en 2018 avec une étude IFOP, avec l'IFOP, et il en ressort qu'aujourd'hui, 60% des Français, s'ils avaient à créer une activité, c'était une des questions qu'on avait posées, une activité, une entreprise, ils voudraient le faire à la campagne. Donc, voilà, tout un enjeu d'être sur ce champ-là. Bien sûr, il y a aussi l'enjeu du numérique, encore plus aujourd'hui, on le sait encore plus aujourd'hui, que c'est important pour les tiers-lieux de participer aux défis numériques. En fait, que ça soit une opportunité, non pas une menace, c'est-à-dire d'un risque d'isolement supplémentaire, hein, que les exclus déjà en termes de liens sociaux soient et la double peine avec le numérique aujourd'hui. Donc, on est vraiment avec les tiers-lieux dans ce numérique inclusif, le numérique pour tous. Il y a aussi alors un fort enjeu de redynamisation de nos lieux. En fait, on a un réseau d'environ 200 lieux d'accueil de proximité, donc dans nos associations qui animent ces lieux de proximité sous diverses formes. Depuis, on avait créé dans les années 90 un label qui s'appelle Relais Famille, qui aujourd'hui sont souvent agréés espaces de vie sociale, si ça vous parle. Et donc, on a toujours cette difficulté à pérenniser et à renouveler ces structures de proximité parce qu'il y a une multiplicité d'expérimentations, l'empilement des dispositifs, des labels, donc avec plus une approche sectorielle en silo. Donc là, l'idée est d'avoir quelque chose de plus pérenne et non plus la course aux appels à projets. Donc, c'est aussi, voilà, ça va passer aussi par des formes différentes d'économie, de pérennisation des structures, et ça permet effectivement de redonner une dynamique. Et puis avant tout, c'est faire pour et avec, faire ensemble. Et c'est vraiment l'essence même de Famille Rurale. Ça part du faire ensemble, d'initiatives privées. Et donc, avec ce concept de tiers-lieu, on retrouve tout à fait ça. Dans ces structures qui se sont un petit peu perdues suite à ce que je viens de vous évoquer, la course au financement et puis l'empilement des labels. Forcément le tiers-lieu, donc ça rejoint tout à fait notre sujet. C'est vraiment un laboratoire des transitions associatives. Quand on parle de mode de gouvernance, donc modèle économique, je l'ai évoqué rapidement, c'est vrai qu'on a des nouvelles modalités, on trouve des nouvelles modalités d'engagement et d'implication de la part des acteurs, et puis qui fait suite à un besoin de renouvellement des méthodes et pour avoir des pratiques plus démocratiques, plus collaboratives, un besoin de rajeunissement aussi. C'est vrai que dans nos structures, dans nos élus associatifs, on a ce constat qui est quand même national d'élus vieillissants, et cette forme, en tout cas de gouvernance, qui est plutôt sur de la gouvernance horizontale partagée, comme on l'a déjà évoqué, c'est vrai que ça permet un engagement, une prise de responsabilité, même plus par les jeunes. Donc, c'est vrai que dans notre projet, vous verrez qu'on y inclut aussi les jeunes. Donc, une nouvelle approche, des nouvelles ressources, des nouveaux acteurs dans ces structures. C'est vrai que j'ai rajouté qu'en réalité, voilà, c'est une réactivation, comme je l'ai dit, des fondamentaux associatifs et coopératifs. Et donc, pourquoi pas aujourd'hui, nous, en tant qu'anciens mouvement d'éducation populaire, on ne pourrait pas se dire que les tiers-lieux, finalement, c'est la nouvelle forme de l'éducation populaire du 21e siècle.
Donc, le projet, effectivement, le projet Portail, donc Pôle rural, télétravail, animation, intergénération, loisirs, donc, qui est un projet MCDR, donc, avec des partenaires différents. Donc, vous pouvez les voir ici. On a effectivement le soutien évidemment de réseaux ruraux régionaux et puis des réseaux aussi associatifs. Donc, on a le MRJC, Croix-Rouge, l'APF. Ce qui d'ailleurs est intéressant parce que nous, on a donc 25 expérimentations aujourd'hui qui sont en cours et on croise avec les 6 fabriques de la Croix-Rouge et les 4 fabriques du monde rural du MRJC. Donc, on a des regards croisés et puis c'est vrai qu'on échange et on travaille pour voir aussi les spécificités. Donc, notamment, on aura un livrable parce que, évidemment, l'idée de ce projet est de développer donc ces 25 sites, mais de capitaliser et de partager les enseignements. Donc, on a toute une série de livrables qui devraient sortir d'ici peu, que d'ailleurs vous pourrez retrouver. Je vous ai partagé le site internet qui est dédié et nous avons aussi une newsletter sur laquelle vous pouvez vous inscrire pour la recevoir. Donc voilà, dans les livrables, on va aussi avoir un regard croisé avec toutes ces expérimentations. Et puis pour ce faire, voilà, pour développer le projet, il y a tout un programme d'activités, de formation vraiment à destination des porteurs de projets de tiers-lieux. On a eu vraiment des formations pour le développement du projet, des séminaires autour des modes de gouvernance. On fait régulièrement des regroupements. Et puis, c'est vrai que nos comités de pilotage sont très participatifs. Je sais que Patricia y participe. Donc, on a l'apport de tous nos partenaires quant à l'évolution de ce projet. Donc, pour un peu vous donner les tendances aujourd'hui, donc 25 sur 12 départements et puis on se focalise sur 4 régions du coup. On voit que sur les ruralités, on a vraiment une diversité complète de territoires, de projets en termes de lieux. C'est vrai que ce sont des projets agiles qui sont vraiment voilà, excusez-moi, je reviens sur la diversité pour peut-être être un petit peu plus précise. J'ai 2 exemples après à focaliser, mais on part vraiment sur des villages de 500 habitants à des petites villes autour de 18 20 000 habitants, donc avec soit des petits EPCI ou complètement des agglomérations. Mais ce qu'on remarque néanmoins, c'est quand même des petits bassins de vie qui sont éloignés des bassins d'emploi. Voilà, ça c'est le point commun. Donc, sur ces projets et ces lieux qui sont agiles, c'est vraiment, ils sont en capacité de remobiliser la population et de fédérer les acteurs. On a vraiment une médiation entre des générations, entre des groupes sociaux, et puis un rapprochement entre les acteurs économiques, entre les acteurs économiques et acteurs du monde associatif. Donc, ça, c'est vraiment une nouveauté pour nous. Et puis, c'est des lieux qui permettent de répondre à des problématiques spécifiques. Donc, en fonction du territoire, il y a soit au niveau de l'attractivité touristique, puisqu'on a des projets qui sont sur, par exemple, dans les Landes, on a Mimizan, on a Rion-des-Landes. Enfin, il y a une attractivité aussi économique. Des projets sur plutôt de la précarité socio-économique, ou alors on va être sur des problématiques d'éducation, de santé ou du vivre ensemble. Donc, l'objectif est de valoriser le territoire et ses ressources, et notamment humaines, avec une identification finalement des ressources humaines d'un territoire, et puis surtout de la mise en commun dans ces lieux de compétences de ces personnes. Donc, on est vraiment dans un processus et une dynamique dans le sens où il y a la constitution d'une communauté qui co-construit le projet autour je l'ai écrit, d'une vision et d'une ambition commune, et puis d'une gouvernance aussi commune. C'est un lieu, c'est un équipement qui permet cela. On voit que les initiatives dans le projet, elles sont nous n'avons pas que des associations. Le portage n'est pas que associatif. En tout cas, le portage et l'initiative, l'initiative, elle peut être associative. C'est soit un groupement d'associations ou une seule association qui a montré la volonté de se tourner autour de ce projet, plutôt de cette dynamique de tiers-lieu.
et une soit citoyenne, hein, on a vraiment des habitants, ou alors c'est plutôt des entrepreneurs qui cherchaient un espace de coworking et puis avec cette volonté de travailler ensemble, ou alors une initiative publique. Vraiment, on a un projet en Haute-Vienne, Bellac, à Bellac, où c'est vraiment la collectivité qui avait son projet de tiers-lieu, mais l'ambition de ne pas en faire une coquille vide avec simplement de la location d'espace, mais en tout cas de donner et d'approprier, de faire en sorte que le lieu soit approprié par les habitants, par les personnes qui vivent sur ce territoire et qui l'animent. Par rapport aux locaux, c'est vrai qu'on est les projets de tiers-lieux sont les locaux, c'est un projet dans le projet. Ça permet de structurer le projet, et même si le lieu fait beaucoup, c'est pas le cœur même du projet. C'est avant tout de fédérer un collectif. C'est pour ça que tous ont mis des réunions de mobilisation locale pour pouvoir fédérer cette communauté qui va mettre en place un projet autour des locaux avec une approche foncière et immobilière qui n'a pas forcément la même temporalité en fonction de l'avancée des projets. Donc, voilà, les réunions qui permettent d'avoir un groupe porteur plus réduit avec, en général, les collectifs sont autour d'une dizaine de personnes. Au niveau vraiment je voulais vous parler un peu de la typologie des utilisateurs qu'on trouve dans ces lieux et des activités qui sont mises en place. Donc, on retrouve quatre grandes familles. Donc, on a vraiment les personnes qu'on a dites plus occupées, consommatrices. Après, on s'adresse aussi à des personnes bien sûr engagées. Et d'ailleurs, ce sont ces personnes qui vont être plutôt à l'initiative de cette dynamique de tiers-lieu sur une structure. On se tourne bien sûr vers les oubliés, ce qu'on appelle les invisibles, hein, les jeunes NEET, les agriculteurs isolés, les seniors. Et puis, on a tout le pan des passagers, des nomades. C'est tous les travailleurs saisonniers ou en termes d'agriculture ou de tourisme. Et puis, on a aussi les touristes qui peuvent utiliser ces lieux. Donc, en fait, comment fonctionne un tiers-lieu, même si en fonction des spécificités, ils ne vont pas regrouper forcément toutes les mêmes activités, mais on voit vraiment des blocs, des pôles. Nous, on appelle ça des pôles aujourd'hui. Donc, avec un pôle autour de l'animation, donc ça va être plutôt de l'événementiel. On y voit un café, ça va être autour vraiment du culturel, hein, puisque les tiers-lieux ont vraiment à voler au niveau de l'animation de la vie sociale et puis d'une proposition culturelle. Bien sûr, ça répond aux services. Donc, on en a échangé, donc des services de proximité publique et privée. Donc, on a évoqué effectivement, il y a un lien fort avec les maisons de service au public, maisons France Service. Donc, on a des tiers-lieux qui sont dans qui ont cet agrément, ce label. Et puis, je vous parlais, famille rurale, c'est aussi des crèches, des centres de loisirs, tout ce qui est de service à la personne. Donc, on retrouve ça dans ces lieux. Forcément, le numérique, j'en ai parlé. Donc, ça, c'est vraiment un des socles communs, un pôle commun à tous les tiers-lieux qui sont tournés vers le numérique pour pouvoir accueillir et tout ce qui est les coworkers, nouveaux entrepreneurs, qui est un pôle important aussi. Et ça, ces deux pôles, on les retrouve. Le pôle vraiment en termes d'innovation. Donc, ça aussi, soutien à l'entrepreneuriat, c'est un lieu d'incubation, de développement de projets de jeunes. Ça, c'est vrai que ça fait partie aussi intégrante. Et puis, on a des projets qui vraiment se tournent autour de l'agroalimentaire, de plus en plus autour des jardins partagés, d'ateliers sur cette thématique, de mise en place de circuits courts, de marchés de producteurs, et puis des projets autour de l'alimentation. Donc, voilà pour ce qu'on y retrouve. Donc, c'est vrai qu'au niveau plutôt des spécificités, des caractéristiques, on a, pour recouper, c'est vrai que c'est des projets qui sont plutôt de taille réduite, mais on a quelques projets avec de lourds investissements, notamment sur la réhabilitation des locaux. Donc, ça, c'est en général du partenariat avec les collectivités. L'ancrage fort dans le territoire. C'est vrai que c'est une réappropriation des équipements souvent qui sont abandonnés. On a un presbytère, on a une ancienne gare,
Et puis ça, c'est une implication forte pour les habitants, de revoir un site qui reprend vie. Dans le cadre aussi de la rénovation des centres-bourgs. Voilà, je vais essayer d'aller faire vite, le temps file. C'est vrai que ces lieux ont une vocation généraliste et hybride et multifonctionnelle, plus que de la spécialité, pour effectivement satisfaire deux conditions. On a la mixité des publics et la pérennité et la consolidation de la structure, pour éviter ce que je vous évoquais au tout début, la combinaison de dispositifs. Ce sont des tiers-lieux qui sont forcément inclusifs avec un projet social, voilà, c'est ce que je vous disais, une interdépendance forte entre le lien social et l'activité économique, et on s'intéresse vraiment, et c'est de plus en plus dans tous les champs, aux individus dans leur globalité. C'est ce que je vous ai évoqué au début. Sur le modèle économique, alors c'est vrai qu'on avance. Alors, pour monter le projet, c'est vrai qu'on est très dépendant, ces lieux sont très dépendants des politiques publiques et des dispositifs, avec la contribution des bénévoles, mais de plus en plus, ils voient pour générer du service, et donc de l'économie, et puis pour pouvoir rendre pérenne ce lieu. Et c'est là où il y a tout un travail d'appropriation de cette dynamique entrepreneuriale et de l'ESS, puisque ce sont des acteurs qui ne pensent pas faire partie de l'économie sociale et solidaire. Alors, sur la thématique d'aujourd'hui, finalement, Smart Village, on est encore loin de cette idée, mais ils sont complètement dedans. Donc, nous aussi, on a toute une conscientisation à faire. Et puis, cet héritage de l'associatif où c'est le non lucratif, mais néanmoins, ce n'est pas grossier de dire qu'on fait de l'économie pour pouvoir rendre pérenne une structure et faire financer les projets. Donc, et puis, il y a toute une place à trouver, c'est vrai, entre le service de la commande vraiment publique et puis, voilà, on a des communautés, donc comment on travaille avec ces communautés d'habitants et puis la collectivité. Donc ça aussi, il y a des enseignements à en tirer. Donc voilà, on est sur le tiers-lieu, c'est plutôt une notion générique, mais nous, ça prend énormément de formes, et on veut pas vous donner forcément d'étiquettes, parce que c'est vraiment accolé à un territoire, à des besoins et à des partenariats. Et comme je vous l'ai dit, beaucoup s'ignorent en tant que tiers-lieu. Et puis, en fait, au démarrage, ça a été vraiment la vision réductrice des espaces de coworking. Et aujourd'hui, on voit bien plus l'ouverture sur de la globalité et non du télétravail ou espace de travail partagé. Je ne sais pas, Patricia, si je peux faire un petit focus sur un projet. Je ne sais pas, parce que le temps a déjà beaucoup filé, et je pense que c'est important qu'on ait aussi un temps d'atelier. Donc, tout à fait. Voilà, comme de toute façon, les gens ont le PowerPoint, voilà. Exactement. Bon, voilà. Tout à fait. Désolée. Il n'y a pas de souci. Et sur le site, donc, vous avez tous les projets en détail. Et puis à venir, alors on a une étude d'impact aussi sur le sujet. Donc, à venir, beaucoup de livrables sur les utilisateurs, etc. Donc, vous pourrez retrouver pas mal d'informations sur le site dédié. Voilà. Merci beaucoup. Merci Dorothée, merci Séverine, et à tous les intervenants qui étaient. Je pense que ça a permis de bien rentrer dans les projets, et puis bon, aussi de citer quelques initiatives sur lesquelles on peut disposer des fiches ou revenir par ailleurs, puis vous pouvez contacter. On peut vous mettre en lien avec les intervenants si besoin. N'hésitez pas à nous le demander. Je trouve assez important. Je sais que. On peut essayer, pour ceux qui le peuvent, d'aller jusqu'à 12h30. Je trouve assez important qu'on se donne un petit temps d'atelier pour que quand même on puisse avoir en direct les réactions. Avant ça, peut-être Fabrice d'Allongeville, qui est donc élu rural, qui nous a rejoint, qui représente l'association des maires ruraux. Si vous voulez prendre la parole juste de manière très courte, mais pour dire quelques mots, pourquoi en tant qu'élu, toutes ces initiatives vous semblent importantes et pourquoi la MRF porte ça. Oui, vous m'entendez?
On vous entend, merci, oui. Oui, très bien, d'accord. Bonjour à tous. Je peux aussi partager quelques éléments peut-être sur l'écran. Je vais essayer la manip. Ouais. Attendez. Hop. J'ai perdu ce que je vais c'est là. Attendez. Peut-être si ça vous pouvez Non, ça fonctionne pas. Ok, c'est pas grave. partager l'écran, mais sinon, si vous pouvez commencer en attendant peut-être que ça vienne. Ouais. Ok, je vais aller vite alors. D'ailleurs, je vous donnerai le lien, la rapide presse que j'ai faite, c'est pas grave. On le transmettra. Ok. Déjà, rebonjour à tous. Bon, là, on est quand même dans une période un peu particulière puisqu'on a fait l'installation des conseils municipaux. Donc, officiellement, je suis maire depuis hier soir de nouveau. Donc, l'étape est passée. Donc, je suis président de l'association des maires ruraux de l'Oise et en parallèle, je suis consultant en marketing territorial avec un focus sur les territoires ruraux, le tourisme et la démocratie participative. Un mot sur la MRF. Aujourd'hui, et depuis quelques années, il y a eu de nouveau une assez forte dynamique autour de l'association, puisqu'on est autour de 9000 adhérents aujourd'hui. Et focusé sur les communes dans les statuts de moins de 3500 habitants. Et majoritairement, les membres, les adhésions sont des communes de moins de 2000 habitants et la notion de village, pour le coup, par rapport à ce qui a pu être dit dans les échanges, pour nous, c'est une commune de 9000 habitants, évidemment, n'est pas un village, quoi. C'est déjà une petite ville. Et il y a des points de différenciation qui sont forts. Il y a une traduction qui est, pour faire le lien avec la dernière présentation et la notion de tiers-lieu. La MRF a été assez entendue grâce ou à cause des mouvements sociaux et notamment des Gilets jaunes dans l'émergence de ce qui a été appelé l'agenda rural et cette feuille de route qui doit replacer un peu les problématiques rurales dans des problématiques plus générales qui concernent tout le pays et en évitant de distinguer ce qui relève des champs et de ce qui relève de la ville, quoi, pour faire simple. Un autre élément sur la problématique de l'innovation, on a été tout de suite associé à la création de Ruralytique en Auvergne, dans le Cantal, et on a pu, et moi j'étais dans les premiers à y participer, défendre l'idée que le digital devait être partagé par tous. Donc il y avait une question de l'accès au digital et on devait pas forcément s'enfermer parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais il faut quand même le redire par rapport aux collègues installés dans les territoires ruraux. On parle pas forcément tout de suite de la fibre, mais on parle du bon débit par rapport aux usages. Donc là, on commence à avoir des déploiements plus importants, ce qui va faciliter la bascule sur l'usage, sur le contenu. Donc, la MRF est pleinement intéressée par tout ce qui tourne autour de l'innovation, mais elle n'est pas que numérique. C'est une innovation au sens large, et à travers tous les témoignages que l'on a pu entendre, ça a été rappelé. Je ferai un focus sur ce qu'on met en place et qui va servir un peu pour nous d'illustration sur la démarche que la MRF engage progressivement autour de la notion de smart village, mais on ne le fait pas en fait. Tout ce qui a pu être théorisé, il y a beaucoup de pratiques qui sont en cours, mais qui ne sont pas labellisées sous une entité smart village ou village tiers-lieu. Moi, il y a une des préoccupations que nous avons qui est très forte, c'est comment on fait. En fait. C'est la question du comment. Les constats et les objectifs sont quand même assez partagés maintenant. Et avec le nouveau mandat qui s'ouvre, on a vraiment une problématique du comment on réussit et comment on peut mettre en place un peu cette transition et des nouvelles pratiques qui sont importantes pour les habitants et les citoyens. Par exemple, là, dans ma commune, on travaille sur la notion de village tiers-lieu. Ce que j'ai pu constater, c'est que les initiatives tiers-lieux viennent avant tout de démarches individuelles, associatives,
et de citoyens engagés et qui montent des opérations ou qui montent des actions. Et dans l'Oise, on a un tiers-lieu qui s'appelle l'Ermitage, avec qui on collabore, avec qui je collabore depuis pas mal de temps maintenant. Et finalement, la réflexion que moi j'ai conduite et qu'on va essayer d'expérimenter pour la MRF, c'est de déployer, de donner des outils pour les collègues nouveaux maires dans les communes qui sont un peu éloignés de nos problématiques, parce que entre sachants et experts, tout le monde se comprend assez vite, mais dès qu'on veut passer à l'échelle, ça devient plus compliqué. Donc, de la notion de village tiers-lieu. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un village qui utilise le numérique, évidemment, avec des outils qui existent déjà, alors, qui sont déployés par la MRF, par exemple avec Rura Connect pour mettre à disposition des espaces pour le coworking. Nous, on a développé, par exemple, aussi de l'hébergement touristique pour permettre à des extérieurs de venir découvrir une région qui n'est pas forcément fléchée comme une région touristique, mais dans le souci de leur montrer qu'à 40 minutes ou 50 minutes d'une métropole, on peut envisager peut-être de faire du télétravail et d'inverser, de venir s'installer à la campagne, y vivre pendant 4 jours et partir 3 jours, faire le télétravail inversé et d'aller en ville. On crée un espace associatif, un café associatif pour redonner du sens. Il n'y a plus de commerce dans la commune, il n'y a plus que des commerces itinérants, comme dans beaucoup de villages. Et ce qu'on a pu constater, ce qui s'est renforcé dans le confinement, par exemple, c'est la nécessité de mettre en place des distributeurs automatiques. Donc, une nouvelle offre de commerce, que ce soit sous la forme du pain, de boulanger, ou des légumes ou des produits frais. Et ça, c'est un point intéressant qui fait sens par rapport à la problématique que j'ai pu entendre sur la notion de smart village. Ce qui apparaît aussi, c'est les modes de financement participatifs qui ont peu été évoqués et qui, pour moi, sont importants dans le sens où on constate tous que l'argent public se fait plus rare, mais que les habitants cherchent à donner du sens, que ce soit ou des citoyens qui ne sont pas forcément habitants de la commune, qui cherchent à donner du sens à leur épargne. Il y a un autre point qu'on expérimente dans le presbytère. Alors, ça a été évoqué par la personne qui est intervenue avant moi, mais effectivement, on transforme progressivement un presbytère dans un espace d'échange de savoir-faire. Et une nouvelle fois, ça a été encore vraiment révélé c'est une des leçons dont on a pu échanger, nous, par exemple, hier soir en réunion de conseil municipal, sur l'échange de savoir-faire dans la commune, avec la création, par exemple, par une couturière des masques. Finalement, les habitants en réaction se sont dit, mais pourquoi on ferait pas d'échange de bons procédés sur comment de nouveau on peut faire un potager, on peut bricoler mieux, etc. Et l'autre point que nous avons mis en place, et ça se déploie progressivement dans les communes, ça prend la forme d'une journée citoyenne où on mobilise les habitants pour les faire intervenir pour améliorer leur cadre de vie. Et tout ça pour dire que finalement, un village tiers-lieu, c'est un village ouvert qui propose un certain nombre d'actions participatives. Donc là, la nouvelle citoyenneté est en train de reprendre vie, mais qui s'ouvre aussi sur l'extérieur. Donc nous, on expérimente avec une société qui s'appelle K-Technologie des solutions autour de l'éducation. Et cette entreprise est dirigée par un franco-togolais. Et derrière, c'est l'idée de faire des partenariats scolaires avec des communes qui sont situées dans la francophonie. Et donc là, je vais aller à ma conclusion. On peut garder un petit peu de temps pour aller en atelier. Ouais, bien sûr. À ma conclusion, c'est la question du comment on fait ça. Et en fait, on va créer de façon expérimentale pour l'AMRF un centre communal d'action citoyenne. Qu'est-ce que c'est? Ça reprend le modèle des CCAS qui ont été créés dans les années 50, avec un mode de gouvernance qui est partagé entre les élus et des acteurs de la société civile. Et l'idée, c'est de donner aux collègues maires un outil qu'ils connaissent, mais qu'ils pourront utiliser pour aller sur le champ du monde d'après, c'est-à-dire en essayant de mettre en place des solutions, de toutes celles dont on a parlé, mais avec un outil qu'ils maîtrisent, c'est-à-dire avec un fléchage budgétaire qui vient du budget général, avec la possibilité d'avoir des dons et des legs,
de façon à ne pas recréer quelque chose qui sorte du chapeau, mais de partir de leur réalité à eux, à ces élus, qui sont éloignés de nos préoccupations que l'on pose, que l'on partage, pour avoir un outil à leurs mains et en associant les citoyens du territoire, enfin des habitants et du territoire plus éloigné. Et quand on regarde, je pourrais partager ce que j'ai écrit juridiquement, la base de ce CCAC, ça permet de résoudre des problèmes un peu plus global sur comment on fait pour passer d'une situation actuelle à la situation d'un village orienté sur le développement durable. Et c'est vraiment une question fondamentale, hein, parce que vous l'avez dit, et ça sera mon mot de conclusion. On peut toujours identifier des communes qui sont innovantes et qui vont faire, mais c'est tout le temps comme ça, en fait. On l'a vu à travers Ruralytique très tôt, mais jusqu'à quel niveau on est capable de monter à l'échelle, faire le passage à l'échelle pour le maximum de communes pour qu'on puisse agir de façon forte sur l'ensemble des actions qu'on peut monter au niveau d'un territoire. Voilà, donc la MRF suit de près les initiatives et souhaite bien être identifiée dans la démarche que vous avez engagée depuis quelques mois maintenant. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Dallonjules, pour votre témoignage et puis les propositions et les pistes d'action qui paraissent effectivement intéressantes. Et je pense que c'est bien si on peut avoir plus d'infos et suivre ça. Merci à tous les intervenants. Je pense que c'était très riche, plus long que ce qu'on imaginait, mais bon, c'est la règle, mais ça permet de rentrer dans le détail des projets, c'est toujours utile. Du coup, ce qu'on propose en fonction de la disponibilité du temps et des uns et des autres, parce qu'on trouve que c'est quand même important qu'il puisse y avoir un échange interactif pour ceux qui peuvent rester jusqu'à 12h30. Donc, on propose de partir en 2 ateliers. Comme la dernière fois, de A à L, on va dans l'atelier 1 et de L à Z dans l'atelier 2. Normalement, en tant que participant, vous avez un lien qui vous y renvoie directement. En ce qui nous concerne, pour les gens qui sont intervenants, vous avez reçu un autre lien. Donc, la manip est un petit peu plus difficile. Donc, il ne faut pas paniquer quand vous arrivez sur l'atelier. Il va y avoir un délai parce qu'il faut que nous, on se reconnecte sur l'atelier. Ça prend un petit peu de temps avant qu'on vous accepte. Donc, laissez quelques minutes se dérouler avant de vous accepter, c'est normal. Je précise aussi que compte tenu du temps dont on dispose, on ne reviendra pas en plénière. Par contre, nous, on compilera avec David Armellini les synthèses de ce qui se sera dit en atelier pour faire une fiche qui sera envoyée à l'ensemble des participants et qui sera mise sur le site du réseau, mais ça n'a pas tellement d'utilité, c'est toujours un petit peu fastidieux de faire des pseudo-synthèses. Donc, on se quittera sur les ateliers, on ne reviendra pas en plénière, mais ça va permettre quand même de recueillir un petit peu les questions, les impressions, les incarnations des uns et des autres suite à tous ces intervenants. Donc, je remercie d'ores et déjà les intervenants et les participants et je nous retrouve tous en atelier. David Armellini animera l'atelier 2 et moi, j'anime l'atelier 1, le premier atelier. Voilà. Je pense avoir dit et je redis que le webinaire est enregistré et les PowerPoint seront mis à disposition. Et encore merci aux intervenants pour vos témoignages très riches.